Depuis que je suis arrivée au Canada, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu as fait pour avoir la résidence permanente au Canada depuis la France. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question et je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir ma RP depuis la France en moins de 5 mois. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis passée par Entrée Express via le programme Travailleur Qualifié Fédéral pour avoir ma résidence permanente et que j'ai tout fait en France. Quand j'ai commencé mes démarches, j'avais jamais mis les pieds au Canada, j'avais pas d'expérience canadienne et j'avais pas fait mes études non plus au Canada. J'avais tout fait en France, en Europe en tout cas. Aussi, je n'ai jamais fait de PVT, donc je suis directement arrivée en RP. Comme il y a plein de choses à dire, en fait, j'ai divisé cette vidéo en chapitres, comme ça c'est plus clair. Donc je vais vous dire déjà c'est quoi Entrée Express, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai pas fait de PVT au Canada. Je vais vous dire pourquoi et comment je suis passée par Entrée Express. Mon parcours Entrée Express aussi, vu que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais aussi vous dire comment ça se passe pour recevoir la carte du coup de résidence permanente. Sachant que moi j'ai tout fait depuis la France, j'étais obligée de venir au Canada en fait pour recevoir ma carte. Et enfin le plus important, je vais vous dire le budget total, combien ça coûte en fait de faire une demande de résidence permanente, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Alors premier point, c'est quoi Entrée Express? Entrée Express en fait c'est une façon d'immigrer ici au Canada de façon permanente hors Québec pour les travailleurs qualifiés. Il y a 3 programmes en fait dans Entrée Express. Donc le premier programme c'est l'expérience canadienne. Ça c'est pour les travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience au Canada, donc des gens qui sont déjà au Canada ou qui ont été au Canada auparavant. L'expérience canadienne elle doit être acquise dans les 3 années précédant la demande. Donc si vous avez été au Canada il y a 5 ans, c'est mort. Le deuxième programme, c'est travailleur qualifié fédéral, donc c'est le programme que j'ai fait pour rentrer au Canada. Il y a 3 exigences minimales. La première, c'est l'expérience. Il faut avoir travaillé au moins 1 an en continu en temps plein ou alors l'équivalent en temps partiel dans un travail qualifié dans la classification CNP 0, 1, 2 ou 3. Maintenant, ils appellent ça FEER. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, en fait, les stages et alternances, ça compte comme expérience. Donc si vous avez fait une alternance dans votre domaine ou un stage pendant 1 an en continu, du coup, c'est bon pour cette exigence-là. Deuxième exigence, c'est les compétences linguistiques. Il faut savoir parler soit anglais soit français, en tout cas avoir un bon niveau dans l'une de ces 2 langues pour les 4 aptitudes, donc compréhension écrite, orale, expression écrite et orale. Et donc pour prouver ça, il va falloir passer un test, ou les 2, si vous avez envie d'avoir plus de points. Même si vous êtes anglais natif ou français natif, il faudra quand même faire le test. La troisième exigence, du coup, c'est les études. Qui dit travailleur qualifié fédéral, dit exigence au niveau des études. Donc pour ça, il va falloir faire une évaluation des diplômes, il va falloir choisir un centre, un organisme, où vous allez faire évaluer votre diplôme. Et donc le centre va fournir une équivalence de diplôme. Vous aurez des points en fait selon votre niveau d'études. Je reviendrai tout à l'heure sur les points. Troisième et dernier programme, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Comme son nom l'indique, c'est pour les travailleurs qui ont un métier spécialisé. Pour ça, vous devez avoir une offre d'emploi valide et un certificat de compétences. Si vous êtes admissible à l'un de ces 3 programmes, il y a aussi le programme des candidats des provinces. Donc en fait, c'est un programme qui permet d'obtenir beaucoup plus de points et donc c'est beaucoup plus facile quand on intègre ce programme d'avoir la RP. En fait, tout ce que je vous dis, c'est des infos qui sont sur le site du gouvernement canadien. C'est aussi sur ce site que vous devez soumettre votre profil si vous voulez faire une demande de RP. Deuxième point, pourquoi j'ai pas fait de PVT? Déjà quand j'ai commencé les démarches, c'était la fin des rondes pour les PVT. J'avais pas envie de compter sur la chance. Le PVT c'est un tirage au sort, donc soit t'es tiré au sort, t'as de la chance, soit t'as pas de chance et t'es pas tiré au sort. Ou soit tu seras tiré au sort l'année d'après ou jamais. Bon en général les gens sont tirés au sort mais on sait jamais. Moi j'ai vu que j'étais admissible à la RP. Pourquoi je vais payer un PVT plus une assurance PVT puis ensuite faire une demande de RP quand je peux directement avoir la RP? Sachant que le PVT ça dure 2 ans, alors que une fois que t'as la RP, en fait t'es tranquille. Tu dois juste la renouveler tous les 5 ans. Je faisais ma petite vie à Paris. Si je venais au Canada, c'était pas pour rester 2 ans, c'était au moins pour rester 3 ans, voire plus. Donc la RP, c'était beaucoup plus logique. Troisième point, pourquoi et comment je suis passée par Entrée Express. Sur le site du gouvernement canadien, il y a tout en fait sur le site. Il y a des avis où ils mettent toutes les updates, donc l'augmentation des frais, s'il y a des changements au niveau des programmes. Mais du coup, si vous cherchez à immigrer rapidement au Canada, lisez les publications. J'ai commencé mes démarches en 2022. Ma sœur habitait au Canada depuis 2017. En mars 2022, du coup, elle est revenue en France pour la première fois depuis qu'elle est partie au Canada en vacances. Et du coup, elle arrêtait pas de me parler du Canada, du Canada, du Canada. J'avais déjà pour projet en fait d'aller vivre dans un pays anglophone pour être totalement bilingue. Mais je pensais plus à aller vivre à Londres ou à Amsterdam
Amsterdam. Du coup, comme elle arrêtait pas de me parler du Canada, je me suis renseignée sur le Canada. Donc sur internet, j'ai regardé des vidéos et j'ai cherché des informations sur le pays. En vrai, je me suis dit c'est pas mal, ça me plaît bien, pourquoi pas. Donc ça, c'était en mars 2022. Et il se trouve en fait que le 22 avril 2022, le ministère de l'immigration canadienne a fait une annonce. C'est pour ça que je vous disais de regarder les avis en ligne sur le site du gouvernement canadien. Donc l'annonce était comme quoi, pour remédier à la pénurie en fait de main-d'œuvre au Canada, à partir de juillet 2022, ils allaient prendre en masse via le programme Entrée Express, mais via tous les programmes. Donc les 3 programmes que j'ai cités auparavant. Parce qu'en fait, à cause du Covid, il y avait eu beaucoup de retard dans les demandes. Et du coup, de fin 2021 à début 2022, il n'y avait que les candidats du programme des candidats des provinces en fait qui étaient pris dans les rondes d'invitation Entrée Express. Pour tous les autres programmes, c'était mort. Je vous mets des liens et des captures aussi pour que vous compreniez ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand vous voyez aucun programme spécifié, en fait, c'est que ça prend en compte tous les programmes. Donc il y a eu des invitations envoyées à tous les programmes. Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, bah, si début juillet en fait 2022, ils prennent en compte tous les programmes, je vais faire en sorte de faire toutes les démarches possibles pour que début juillet, en fait, je puisse soumettre mon profil et avoir ma RP. Donc le gouvernement canadien n'a pas menti. La première ronde avec tous les programmes a eu lieu le 6 juillet 2022. Donc c'était la première ronde depuis 1 an qui considérait en fait tous les programmes. Pour cette première ronde, en fait, il y a eu 1500 invitations envoyées pour tous les candidats ayant au moins 557 points. Je n'ai pas pu participer à cette première ronde parce que j'ai eu des galères avec West Canada. J'en parlerai plus tard. J'étais bien dégoûtée d'ailleurs à l'époque quand j'ai vu ça parce que j'avais plus de 557 points. Au final, j'ai pas été dans la ronde du 6 juillet, mais j'ai été dans la ronde du 17 août. Donc je filme cette vidéo le 14 octobre et la dernière ronde, du coup, c'était le 10 octobre. Le 10 octobre, il y a eu 3725 invitations envoyées pour tous les programmes, pour tous les candidats ayant eu au moins 500 points. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à 2022, ça c'était le 10 octobre 2023. Donc là, autre point. Donc fin avril 2022, du coup, je me suis dit, ok, je vais faire les démarches Entrée Express, mais il faut que je voie quand même de mes propres yeux le Canada avant d'habiter au Canada. Donc je décide de me programmer des vacances pendant 1 mois. 1 mois c'est beaucoup, mais je tenais à faire plusieurs villes. Je suis arrivée au Canada à Montréal, puis je suis partie à Ottawa, Gatineau, Toronto. Bon, j'ai fait un détour à New York, rien à voir, mais j'ai fait ce détour. Et j'ai fini par Montréal de nouveau. Au final, parmi toutes les villes, celle qui m'a le plus plu à l'époque, c'était Toronto. Toronto en plus c'était hors Québec, donc ça rentrait dans Entrée Express, donc c'était parfait. La première chose à faire du coup, ça a été de regarder toute la procédure Entrée Express, mais vraiment du début jusqu'à la fin, pour pas avoir de mauvaises surprises, et aussi pour avoir la liste de tous les documents requis. En fait, tous les documents à demander en avance et qui prennent du temps, donc je me suis vraiment préparée. Quand je dis tous les documents, en fait, c'était les résultats des tests linguistiques. Donc moi, j'ai passé le test de français et le test d'anglais. Il y avait aussi l'évaluation des diplômes, c'est surtout le dernier diplôme qui compte. Vous n'êtes pas obligé d'évaluer tous vos diplômes. D'ailleurs, ça coûte plus cher si vous faites évaluer plusieurs diplômes, donc le dernier, c'est suffisant. Les certificats de police aussi. En vrai, en France, les bulletins de casier judiciaire, ça prend 24 heures, voire la journée même. Donc je savais que ça allait pas prendre beaucoup de temps. Et les documents aussi pour la preuve de fond. Comme je faisais ma demande hors Canada, donc j'étais en France. Quand tu n'as pas de travail au Canada, tu es obligé de fournir une preuve de fond. Ensuite, il y avait l'examen médical aussi dans les documents. Mais tant que tu n'as pas reçu d'invitation, en fait, tu ne peux pas faire l'examen médical. Vu qu'il te faut en fait un document de IRCC pour faire la visite médicale. Et en vrai, de toute façon, j'en parlerai plus tard, mais la visite médicale, c'est même plus obligatoire maintenant. Du coup, mon parcours Entrée Express. Je vais mettre des dates, comme ça c'est plus clair au niveau timing. Donc première chose que j'ai faite en fait, ça a été le TEF, donc le test d'évaluation de français. Ça, je l'ai fait le 27 mai 2022, donc c'était un jour férié. Là où je l'ai passé du coup à Paris, c'était 185 € en semaine ou 205 € le samedi. J'ai vu que les tarifs dans le centre où j'ai été allée sont toujours les mêmes, ils n'ont pas augmenté, donc c'est top. Pour ceux qui savent pas, le TEF en fait, c'est 4 épreuves de français, donc compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Tout se fait sur l'ordinateur sauf le face-à-face, donc expression orale avec une personne qui te fait une sorte d'interview. J'ai passé le test le 27 mai et j'ai eu mes résultats le 7 juin. Donc j'ai eu un niveau C2 partout, ce qui est plutôt rassurant quand tu parles français. Bon plan que j'ai vu nulle part, donc je vous le donne. Mais vous pouvez payer le TEF en France avec votre compte CPF. Si vous avez de l'argent sur votre compte CPF, il y a des centres en fait qui proposent le TEF avec le certificat Voltaire, donc un autre test de français. C'était le cas du centre où j'ai été allée. En fait, ils proposaient le TEF avec le certificat Voltaire pour environ 400 € quand tu utilisais ton compte CPF. Au final, tu utilises ton compte CPF, du coup c'est pas de l'argent que tu débourses de toi-même, donc c'est comme si tu avais fait ton test gratuit. Bon, moi perso, 400 € dans le compte CPF, je me suis dit je vais garder l'argent de mon compte CPF pour autre chose, mais j'aurais pu ne pas payer mon TEF et utiliser mon compte CPF. Autre conseil, comparer les centres pour passer le TEF. Du coup, moi j'habitais à Paris à ce moment-là, j'ai regardé les centres en fait qu'il y avait en région parisienne, pas que dans Paris Centre, vraiment toute la région parisienne, et selon les centres, il y avait une grosse différence de prix. Du coup, moi le centre où je suis allée, en fait, c'était le centre le moins cher. J'ai payé 185 €, mais
mais il y avait des centres, je voyais par exemple dans le 78, c'était 100 € de plus. Ou vraiment comparé. Donc le TF c'est fait, ensuite WES. Donc WES, je l'ai fait qu'en juin parce qu'en fait j'étais jamais partie chercher mon diplôme. Du coup il fallait que j'aille chercher mon diplôme avant de faire mes démarches WES. Donc le 15 juin 2022 en fait je fais mon profil WES. Je reçois un numéro de référence après avoir payé 325 $. 325 $ c'était le prix à l'époque pour l'international. Comme je faisais ma demande depuis la France, ça correspondait à 242,37 €. Le 18 juin 2022 du coup j'envoie un courrier à WES avec mon diplôme et mes relevés de notes dans une enveloppe entre guillemets scellée. Scellée ça veut un peu tout et rien dire parce que je suis allée à la poste, je leur ai dit qu'il faut que mon enveloppe elle soit scellée. La fille de la poste elle m'a regardé un peu bizarrement, elle m'a dit mais ils veulent quoi? Carrément elle m'a dit on va pas prendre une bougie à poser un son, on fait pas ça à la poste. Du coup j'ai juste mis du scotch et en fait la fille de la poste a mis le tampon de la poste sur le scotch pour fermer l'enveloppe. Et en vrai c'est passé. Donc je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec des histoires de bougies ou je sais pas quoi. Ensuite il y a eu l'IELTS. L'IELTS c'est le test d'anglais. J'ai passé l'IELTS le 2 juillet. L'IELTS il y a que le British Council en France qui le fait passer et il faut payer 240 €. Donc l'IELTS c'est un peu le même principe que le TF, c'est 4 épreuves, donc compréhension écrite, orale, expression écrite, expression orale devant une personne qui vous enregistre au dictaphone, comme le TLF. Et j'ai eu mes résultats pour l'IELTS le 6 juillet. Encore une fois je le redis, mais il y a juste un seul test obligatoire. Vous pouvez passer soit le test de français, soit le test d'anglais, ou passer les deux si vous voulez avoir plus de points. Dans mon cas en vrai, j'avais pas vraiment besoin d'avoir plus de points. Surtout que le deuxième test en fait, il donne pas énormément de points. C'est surtout la première langue que vous choisissez, donc le premier test, qui vous donne le plus de points. Moi en fait j'avais fait le choix de faire le test d'anglais et de français pour prouver aux employeurs que je savais parler anglais. Parce que c'est bien de dire que tu sais parler anglais, mais c'est mieux de le prouver. Je sais qu'en France on fait beaucoup passer le TOEIC dans les écoles ou les universités, mais au Canada en fait ils connaissent pas le TOEIC. En tout cas j'ai jamais entendu personne me dire j'ai passé le TOEIC. Alors que l'IELTS c'est vraiment une référence ici, ils connaissent. Du coup c'était un plus que le deuxième test ça rapporte des points, mais en vrai c'est pas obligatoire. Et bien sûr que ce soit pour le premier ou le deuxième test, plus tu as une bonne note, plus tu as 2 points. Il y a 2 tests d'IELTS différents, il y a l'IELTS académique et il y a General Training. C'est le General Training pour Entrée Express. Ensuite on revient à West Canada. Donc j'avais envoyé mon courrier le 18 juin. Le 21 juillet, je reçois une réponse de West Canada, environ un mois plus tard. La réponse c'est votre diplôme est validé, donc mon diplôme c'est bon. Par contre les relevés de notes c'est pas bon. Ils me disent il faut que ça soit l'école ou l'université qui nous envoie le relevé de notes en respectant les instructions qui sont sur le site, le tout dans une enveloppe scellée. J'avais envoyé mon courrier le 18 juin. Donc ils ont mis un mois pour me dire ça. Un mois pour me dire que c'était pas bon les relevés de notes. Sachant que moi en plus j'avais fait une école et une université. Le jour même, j'ai essayé de contacter mon ancienne école. Ils m'ont dit on fait pas ça, contactez l'université. J'appelle l'université, au début j'ai la scolarité. J'ai une femme à la scolarité, elle m'a dit non. Elle a dit on fait pas ça. Donc c'était vraiment estime-toi heureuse déjà qu'on ait des relevés de notes et qu'on garde vos diplômes déjà des années après. Après en vrai, cette femme, je vous avais dit j'étais partie récupérer mon diplôme, du coup vu que je l'avais jamais récupéré auparavant, c'était déjà cette femme en fait que j'avais eu quand j'avais récupéré mon diplôme, donc je savais que c'était un peu une femme aigrie. Je savais qu'elle avait pas vraiment envie de travailler en fait, genre c'était plus la flemme. Du coup juste après en fait je rappelle l'université, j'ai quelqu'un de l'accueil, je passe même pas par la scolarité là, j'appelle l'accueil et je leur explique en fait ce que je veux. Du coup la fille de l'accueil en fait elle me donne le numéro et le nom d'une autre personne, c'est la personne qui est en charge des relations internationales pour l'université, donc tout ce qui est Erasmus, tout ce qui se trouve à l'étranger. Et franchement merci à cette fille parce que c'était la bonne personne. Donc vraiment c'était la bonne personne parce que je contacte cet homme et ce qui m'a sauvé en fait c'est que juste avant moi il y avait eu une ancienne étudiante en fait qui allait vivre aux États-Unis et qui faisait exactement la même demande mais pour Ouest États-Unis. Donc il connaissait la procédure en fait par cœur. Et là vraiment autre conseil, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent que leur université, leurs écoles en fait elles envoient les relevés de notes à Ouest et du coup qui doivent passer au final par le rectorat ou je sais pas quoi. En fait c'est pas qu'ils savent pas ou qu'ils peuvent pas, c'est juste qu'ils ont la flemme et qu'ils ont pas envie. Donc si vous tombez sur une personne qui a la flemme ou qui a pas envie, essayez d'insister. Moi ça a pas été mon cas, du coup l'homme sur lequel je suis tombée, du coup il était super. Franchement il a été formidable parce que j'aurais écouté la dame que j'ai au début à la scolarité, en fait je sais pas comment j'aurais fait parce que j'ai essayé du coup de dire à Wes comme quoi mon école elle faisait pas ça, je vous ai envoyé les relevés de notes, du coup c'est la même chose. Ils m'ont dit non, si votre école elle nous envoie pas les relevés de notes, on prend pas votre demande en compte et on vous rembourse pas. Donc vraiment le mec il m'a sauvé. Donc toujours le même jour en fait, pour aller vite, je scanne mes relevés de notes que j'avais déjà envoyés à Wes et en fait lui tout ce qu'il a fait c'est qu'il a imprimé mes relevés de notes, il les a mis dans une enveloppe scellée et le même jour il a envoyé à Wes. Et là où je vous dis que j'ai de la chance, c'est parce qu'on était le 21 juillet, donc c'était un jeudi. Le lendemain l'université fermée. Donc ça
ça veut dire il aurait pas fait ça à ce moment-là, j'aurais dû attendre jusqu'à septembre. Donc vraiment il a été au top. D'ailleurs, bon c'est pas un spoiler, j'ai eu l'ARP, mais quand j'ai eu l'ARP du coup je l'ai recontacté pour lui dire que j'avais eu l'ARP, il était trop content pour moi. Donc vraiment il y a encore des gens bien dans ce monde. Donc là c'était le 21 juillet. Ensuite on passe au 27 juillet. Donc 27 juillet je vous avais dit, j'avais prévu des vacances au Canada pour voir différentes villes. Donc le 27 juillet j'arrive au Canada, j'arrive à Montréal, par visiter Ottawa, Gatineau. Bref, on s'en fiche mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée au niveau du temps. Quelques jours après en fait j'ai des nouvelles de Wes. Donc déjà le 7 août, je fais ma simulation en fait sur le site du gouvernement canadien pour Entrée Express. Même si vous savez que vous êtes admissible, en fait vous êtes obligé de faire la simulation comme première étape. Enfin c'est même pas la première étape, c'est vraiment la demande préalable. Bref, c'est obligé de faire ça en fait pour soumettre une candidature. Ensuite le 9 août du coup via le site de Wes, je reçois le certificat d'équivalence de diplôme. Donc il y avait marqué l'équivalence canadienne. Le 10 août, Wes m'envoie encore un message électronique en me disant qu'ils ont envoyé un courrier international via DHL à mon adresse. En fait c'est la même chose, c'est juste le document papier où il y a écrit l'équivalence du diplôme. J'ai pas précisé mais les 325 $ du coup que j'ai payé à Wes c'était juste pour un diplôme, j'ai juste donné mon dernier diplôme. Le 13 août, je m'en souviens, c'était un samedi, je crée enfin mon profil Entrée Express et je soumets le dossier. Donc pas de surprise, je suis admissible au programme des travailleurs qualifiés fédéral. Et en fait avec le SCG, c'est le système de classement global pour se classer en fait dans Entrée Express. Donc en fait c'est le nombre de points. J'obtiens 559 points. 559 points alors que je n'ai pas fait d'expérience canadienne, je n'ai pas fait mes études au Canada et je fais ma demande depuis la France. Et donc là, c'est officiel, je suis dans le bassin Entrée Express. En fait, juste pour vous expliquer, dans le bassin Entrée Express, les candidats en fait, ils sont classés selon leur nombre de points. En fait, régulièrement, il y a des extractions, donc c'est les rondes d'invitation en fait, afin d'inviter les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats, donc le plus de points, à faire une demande de résidence permanente au Canada. Et donc pour présenter une demande de résidence permanente au Canada, il faut avoir eu une invitation. Donc si vous avez eu beaucoup de points, vous serez invité à présenter une demande de résidence permanente. À partir du moment où vous avez reçu une invitation, vous avez 60 jours, pas plus, pour fournir les documents demandés et donc soumettre votre profil. Donc j'ai fait mon profil Entrée Express le samedi 13 août et en fait à la ronde d'après, donc le 17 août, c'était un mercredi, j'ai été prise. D'ailleurs à ce moment-là, pour vous situer, j'étais en vacances à Toronto. Donc c'est le 17 août. Du coup à partir de là, j'avais 60 jours, donc jusqu'au 17 octobre pour fournir en fait tous les documents demandés. Là j'ai pas perdu de temps. Le lendemain, le 18 août, je programme déjà ma visite médicale. J'étais au Canada, mais du coup je programme déjà ma visite médicale pour la passer dès que je rentre en France. Donc en fait sur le site du gouvernement canadien, on peut voir la liste de tous les médecins qu'il y a en France et même dans les autres pays qui font passer cette visite médicale. Vous pouvez pas aller chez votre médecin généraliste comme ça, c'est vraiment une liste de médecins spécialisés qui travaillent avec IRCC. Je vous mettrai aussi le lien du coup pour que vous voyez la liste des médecins. Déjà il y a vraiment pas beaucoup de médecins dans la liste et en région parisienne encore moins. Et en plus dans la liste, je pense qu'ils la mettent pas souvent à jour parce qu'il y avait même des médecins qui n'exerçaient plus. Bref, moi je vais chez le médecin du coup sur la liste qui est le plus proche de chez moi, c'était celui de Boulogne-Billancourt. Mais avant d'aller chez lui, en fait j'ai comparé par rapport aux autres médecins parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour la visite médicale du coup IRCC Immigration Canada, il y avait des médecins en fait qui se prenaient de l'argent dessus. Les tarifs n'étaient pas les mêmes pour certains médecins. Ils faisaient payer plus cher. Donc faites attention. Le médecin où je suis allée du coup à Boulogne, c'était pas son cas, mais j'ai vu que d'autres faisaient payer la visite médicale plus cher. Donc j'ai programmé ma visite médicale en septembre. Encore le lendemain, donc le 19 août, je demande ma preuve de fonds à ma banque. J'ai dû insister avec ma banque pour avoir le document parce qu'apparemment c'est pas un document qui donne comme ça. Bref, au final ils ont accepté de me le donner, mais j'ai dû demander 2 fois qu'ils changent le document parce qu'il n'y avait pas toutes les infos demandées du coup par le gouvernement canadien sur leur document. Et en fait l'attestation du coup de preuve de fonds de la banque plus mes relevés bancaires des 6 derniers mois, en fait c'est bon, c'est passé au niveau de la demande Entrée Express. Donc le 7 septembre en fait je suis en France, donc je peux commencer à remplir avec précision en fait toutes les infos qui sont demandées parce que quand même ils demandent sur les 10 dernières années toutes les adresses où tu habitais, tous les emplois que tu as fait, tous les pays où tu as voyagé. Donc là j'imagine les personnes qui ne sont pas organisées et qui gardent aucun document, conserver tout en vrai. Même moi qui suis hyper bien organisée, retrouver tous les voyages que j'ai fait sur 10 ans, ça a été compliqué. Au final je m'en suis sortie et j'ai tout pris en photo parce que je me dis ça peut toujours resservir plus tard. Là c'était une demande de RP, mais pour la citoyenneté je sais que c'est pareil, ils demandent aussi où tu as voyagé avant, donc ça peut toujours servir. Donc pour tous les emplois, il faut téléverser en fait tous les relevés d'emploi que tu as eu sur les 10 ans. Donc vraiment conserver tout, photo, capture d'écran, conserver ce que vous pouvez. Le 9 septembre, donc je fais ma visite médicale. Et visite du coup qui est non remboursée évidemment, sinon ce serait pas drôle. Je paye 220 € le médecin, plus 50 € plus 32 € les laboratoires. Donc au total ça m'a fait 302 € pour la visite médicale. D'ailleurs nouveauté depuis octobre 2023, mais la visite médicale préalable, donc pour faire la demande de RP, n'est plus obligatoire. Donc vous n'avez plus à faire la visite médicale. Vous n'êtes plus obligé. Si vous voulez la faire, vous la faites, mais vous n'êtes plus obligé. Je vous mettrai la capture sur le site du gouvernement, du coup qui dit bien que c'est plus obligatoire en fait. Pour le coup quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûtée parce que perso moi, à part me dire que j'étais en bonne santé, la visite médicale elle m'a pas servi à grand chose. Du coup les 302 €, j'aurais bien aimé les esquiver quoi. Il faut savoir que vous recevez pas vos résultats tout de suite. Vous recevez
recevais un fichier électronique en fait, mais quelques jours plus tard. Le 23 septembre, je téléverse le fichier du coup sur le site du gouvernement canadien pour mon profil Entrée Express. À partir de ce moment-là, du coup, je pouvais payer les frais, donc pour la RP. Vous n'êtes pas obligé de payer maintenant, mais il y a marqué que si vous payez tout de suite, vous avez plus de chances que ça aille vite. Du coup, moi j'ai tout payé. J'ai payé 1450$ pour les frais de RP plus les frais de données biométriques. Mais du coup, c'est là la différence. Moi, je venais directement en RP, mais ceux qui ont fait un PVT, vous avez déjà payé les frais de données biométriques, donc vous n'allez pas les repayer. Ma demande de résidence permanente est reçue et du coup, j'ai plus qu'à attendre son jugement. Quasiment un mois plus tard, le 24 octobre 2022, je reçois une lettre d'instruction en fait pour la collecte des données biométriques. Donc les empreintes digitales et la photographie à faire à VFS Global. Là, vous avez 30 jours à partir du moment où vous avez reçu la lettre pour aller faire les données biométriques. Donc j'avais jusqu'au 24 novembre. 24 novembre qui est la date de mon anniversaire, au passage. Et du coup, là, vous avez une appointment letter. Traduit, ça ferait une lettre de rendez-vous. En fait, vous devez prendre un rendez-vous à VFS Global. Donc c'est le bureau de la CRDV. CRDV, c'est Centre de réception de demande de visa. Il y a 2 centres en France. Il y en a un à Lyon et un à Paris. C'est pas à Paris Centre, c'est plus exactement c'est à Clichy. Sur votre lettre en fait de rendez-vous, vous avez un numéro à donner pour prendre un rendez-vous. Je prends un rendez-vous fin octobre. Donc juste après en fait avoir reçu ma lettre. Sauf qu'en fait, je me rends au bureau du CRDV et j'avais oublié mon passeport. Sauf que sans passeport, du coup, je pouvais pas faire mon rendez-vous, je pouvais pas faire ma collecte des données biométriques. Du coup, j'étais obligée de prendre un autre rendez-vous. Mais du coup, je me suis bien rendue à Clichy. Et là, c'était un peu galère parce que une fois que tu as rentré ton numéro qui est sur la lettre, tu peux pas réutiliser ce numéro pour prendre un deuxième rendez-vous. Du coup, moi, j'ai essayé d'appeler VFS Global pour leur dire comme quoi ça marche pas. Ils m'ont dit ah mais vous avez annulé le jour même le rendez-vous, il fallait annuler 24 heures au moins à l'avance. Ils m'ont dit ça par email. Au téléphone, ils répondaient pas. Donc je leur dis comme quoi j'étais bienvenue et qu'il y a une fille qui a noté comme quoi j'étais bienvenue et que j'avais pas fait le rendez-vous en fait juste parce que j'avais pas mon passeport. Là, du coup, ça passe. Ils m'ont dit donnez-nous de vos informations et du coup là, j'ai pu reprendre un deuxième rendez-vous. Sachant que VFS Global, c'est ouvert qu'en semaine sur des horaires de bureau et moi je travaillais. J'ai pris mon rendez-vous le 11 novembre précisément, du coup un jour férié. Donc sachez que c'est ouvert les jours fériés. Donc le 11 novembre, je fais mes données biométriques. Fin 2022, du coup, je vois qu'il y a des retards au niveau des délais de traitement en fait pour Entrée Express. Donc je vais sur le site du gouvernement canadien. Vous avez une page sur le site où vous pouvez voir en fait combien ça prend à peu près pour chaque démarche. Et moi, je vois comme quoi le gouvernement canadien a beaucoup de retard suite au nombre élevé de dossiers. Et du coup, qu'une demande d'Entrée Express, ça peut prendre environ 2 ans. Sachant que normalement, c'est censé prendre 6 mois. Bon, à ce moment-là, j'étais dégoûtée, mais je me dis, au mieux, je serai au Canada en 2024. Sauf que surprise, le 24 janvier 2023, je reçois une lettre. Donc je reçois un courrier qui me dit, afin de conclure votre demande de résidence permanente, envoyez-nous du coup cette lettre, plus votre copie de passeport, plus de photos. Tout ça, c'est envoyé au bureau du CRDV, le plus proche. Sur la lettre, il y avait aussi les frais de résidence permanente qu'on pouvait payer à ce moment-là, sauf que moi, j'avais déjà tout payé avant, donc j'étais pas concernée. Et donc sur ce courrier, il y a marqué, vous avez 30 jours du coup pour envoyer ça au bureau du CRDV. Sachant que, je vous ai dit, fin 2022, il y avait marqué dans les délais de traitement que ça pouvait prendre 2 ans. Donc moi, j'avais déjà planifié mes vacances d'été de 2023. J'étais pas censée aller au Canada cette année. En fait, il y avait un encadré aussi sur cette lettre qui disait il n'y avait pas d'extension possible. J'avais fait ma visite médicale en septembre. Il fallait que j'entre dans un point d'entrée canadien avant septembre 2023. Du coup, j'ai essayé de négocier, mais c'était mort. Si vous venez pas avant septembre 2023, vous devez refaire une demande de résidence permanente et repayer. J'avais payé 2000 €, j'avais pas envie de repayer, donc je suis venue. Franchement, je suis allée jusqu'au bout des 30 jours en pensant que je pouvais négocier du temps, mais pas du tout. Donc au final, j'ai envoyé mon courrier à VFS Global. Le 20 février, surprise. On me laisse un message en fait sur mon répondeur comme quoi je dois payer des frais à VFS Global pour recevoir ma lettre de confirmation. Ça, j'ai pas compris parce que c'était marqué nulle part. Du coup, j'envoie un premier email à VFS Global et ils me répondent par un autre email en me disant qu'effectivement, il y a des frais pour recevoir la lettre de confirmation, des frais pour le service SMS à 2,30 € et des frais de service de courrier à 22,40 €. Déjà, le service SMS, c'est juste un SMS qui te dit le courrier est parti. Ils disent que c'est optionnel, mais en vrai, quand tu payes, t'as pas d'option. T'es obligé de les payer. Et ensuite vient la galère. Pour payer ces fameux frais, comme je vous ai dit, on m'a laissé un message sur mon répondeur. Je les contacte par email, je me dis ils vont m'envoyer un lien où je vais pouvoir payer ces fameux frais. Et en fait, c'est pas possible. Il faut qu'une personne du coup de chez VFS Global t'ait au téléphone payer les frais. Et en fait, ils étaient hyper vagues. Ils m'ont dit une personne va vous contacter dans les 2 jours ouvrables. Déjà, c'est hyper vague, la personne peut vous contacter matin, midi, soir, ça arrive de rater un appel. Du coup, on m'avait rappelé, mais très tôt le matin, en fait, mon téléphone était en mode avion, donc j'ai pas vu l'appel. Là, je crois qu'on m'avait envoyé un email en me disant qu'il faut répondre aux appels masqués,
chercher, blablabla. Du coup, je leur dis, on se donne un jour, une horaire, et vous m'appelez. J'ai enfin réussi à avoir une personne au téléphone. Du coup, la personne a pris mes informations au téléphone, puis m'a envoyé un lien par email. Du coup, je comprends pas leur délire de il faut vous avoir au téléphone. Le plus simple, ça aurait été d'envoyer l'email directement. Mais enfin bref, j'ai enfin réussi à payer ces fameux frais. Mais du coup, c'était le 20 février. Dites-vous, ça a pris plusieurs jours entre les échanges de mails. Donc j'ai pu payer ces fameux frais que le 6 mars. Donc je paye ces fameux frais et je reçois un email juste après disant que l'enveloppe en fait qui contient la lettre de confirmation est en transit. Le 10 mars, je reçois un email. L'email il dit en fait que l'enveloppe a été envoyée à VFS Global. Et je sais pas pourquoi, moi je pensais que VFS Global après ils allaient me l'envoyer par courrier à mon adresse, mais en fait pas du tout. Le 20 mars en fait je reçois un email de relance me disant qu'il faut que j'aille chercher en fait l'enveloppe à VFS Global. Et donc le 24 mars, je pars chercher cette fameuse enveloppe scellée où il y avait la lettre de confirmation de RP. Et juste après je reçois un email disant votre enveloppe a été collectée. En bref, mais pour vous donner un ordre d'idée, en fait j'ai eu la confirmation en janvier 2023. J'ai récupéré mon enveloppe en mars 2023. Ensuite je me suis rendue au Canada, donc je suis partie en fait activer ma RP en mai 2023. Mais j'ai pas reçu ma carte de résidence permanente tout de suite, je l'ai reçue que fin août 2023. Donc quasiment 3 mois après en fait être entrée au Canada. Et donc là je vais vous expliquer les galères pour recevoir sa carte de résidence permanente. Dans mon cas, j'ai pas vraiment eu de galère pour avoir la résidence permanente, c'est plus pour recevoir la carte RP que ça a été galère. Donc précisément, je suis arrivée au Canada le 11 mai 2023, du coup directement à l'aéroport de Toronto. Et en fait, avant de venir au Canada, en fait, je m'étais renseignée en fait sur les délais pour recevoir la carte de RP. Et en fait, sur le site du gouvernement canadien, j'avais vu que ça prenait 6 semaines max. Comme je vous ai dit, vu que fin novembre 2022, il y avait marqué qu'il y avait des retards dans les délais de traitement pour Entrée Express, je ne pensais pas en fait que ma demande de RP en fait elle irait aussi vite. Et du coup, pour moi, je n'allais pas habiter au Canada avant été 2024. Du coup, comme j'étais obligée de venir avant septembre pour activer ma RP, en fait, je pensais rester au Canada que le temps d'un été, revenir en France et déménager en fait été 2024. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Sur le site du gouvernement canadien, en fait, j'avais vu qu'il fallait 6 semaines en fait pour recevoir sa carte de RP. Mais au cas où, moi, je me suis dit, je vais rester un peu plus de 6 semaines, on sait jamais. Et heureusement que je me suis dit ça, parce que quand je suis arrivée en fait le 11 mai 2023 à l'aéroport de Toronto, donc pour activer ma RP, j'ai dû passer devant des agents. En tout cas, heureusement, j'avais prévu de rester 4 mois à ce moment-là à Toronto. Donc je suis avec l'agent d'immigration, il me dit de 1, Service Canada est en grève. Donc j'arrive le 11 mai en fait en journée. Il me dit je peux pas faire le SIN number directement à l'aéroport parce que Service Canada est en grève. 2, il me dit pour recevoir la carte de résidence permanente, du coup ça va prendre plus de temps. Au lieu de 6 semaines, ça va prendre 3 mois maximum. Déjà je sais pas comment on peut passer de 6 semaines à 3 mois. Il m'a dit à cause des grèves, bref, même lui il savait pas, il m'a dit 3 mois max. Et de 3, du coup quand vous arrivez, il faut donner une adresse. Du coup moi je lui dis que je vais dans un Airbnb pendant 3 semaines. Et là il refuse de prendre l'adresse de mon Airbnb du coup pour recevoir la carte de résidence permanente. Il me dit il faut une adresse permanente, ce qui est totalement illogique parce que quand tu viens d'arriver, logiquement t'as pas d'adresse permanente. Moi j'étais en Airbnb pendant 3 semaines, ensuite j'étais censée aller dans un autre logement, mais à ce moment-là je l'avais pas confirmé, donc je pouvais pas donner l'adresse de cet autre logement à ce moment-là en fait vu que j'étais pas sûre. Du coup en fait l'agence ce qu'il fait c'est qu'il me donne un formulaire qui s'appelle avis d'adresse. Il a dit quand vous avez votre adresse, remplissez ce formulaire et soit vous le faxez, soit vous le remplissez en ligne. Là franchement conseil, évitez ce formulaire parce que c'est là où les problèmes ont commencé. Si vous pouvez donner l'adresse de quelqu'un de confiance, faites-le. Quelqu'un chez qui vous pouvez récupérer votre carte de résidence permanente parce que ce formulaire c'est la merde. D'ailleurs rien à voir mais juste pour vous dire au niveau de l'aéroport quand vous activez votre RP, pour le coup je sais pas si c'est parce que je venais de France, du coup que j'étais francophone, juste à côté en fait des agents d'immigration, il y avait un espèce de stand pour les Français qui voulaient s'établir au Canada, mais du coup ça allait super vite pour moi. Pour la fille qui était devant moi, du coup elle c'était un PVT, c'est allé super vite pour elle. Moi ça a pris 10 minutes. Il m'a posé 3 questions, il a rempli le truc, il a tamponné, j'ai dû signer et puis c'était fini. J'ai passé plus de temps à faire la queue qu'avec l'agent. Bon par contre c'est pas le cas de tout le monde, il y avait une famille du coup qui était dans l'espace d'attente, qui parlait pas anglais, qui parlait pas français, et eux ils étaient là depuis très longtemps donc ça dépend vraiment des situations en fait. Autre chose du coup par rapport à ce formulaire, il faut savoir que une fois que vous arrivez au Canada, donc une fois que vous avez obtenu le statut de résident permanent, vous avez 180 jours en fait pour dire votre changement d'adresse. Et si tu ne respectes pas le délai des 180 jours, tu dois payer 50 $. Donc on revient sur le formulaire. Donc sur le formulaire en fait il y avait un lien pour faire la demande en ligne, la demande de changement d'adresse, donc pour recevoir la carte de résidence permanente à la nouvelle adresse. Sauf que le lien en fait il a jamais fonctionné. Le site il fonctionnait, sur le site en fait il fallait rentrer son identifiant Entrée Express et moi ça a jamais voulu reconnaître mon identifiant Entrée Express, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai essayé d'appeler
appelé le numéro de téléphone en fait qui est sur le formulaire aussi. C'est un 188 quelque chose. Et en fait, personne ne répondait sur ce numéro de téléphone. Et le pire, c'est que j'appelais depuis mon numéro de téléphone français du coup. Ça m'a mis en hors forfait et juste fait le temps d'attente. Je n'ai parlé à personne et j'étais en hors forfait. Comme ça voulait pas fonctionner sur le site internet, en fait, je me suis dit, je vais faxer le formulaire. Autre galère. Déjà, leur système de poste ici, c'est hyper bizarre. En France, on a la poste physique. En fait, il faut aller dans des magasins et la poste est à l'intérieur. Et donc, j'ai dû me rendre à la poste 3 fois à 3 horaires différents, 3 jours différents. Parce que vous ne pouvez pas faxer le week-end, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas faxer en fin de journée, ils ne sont pas là. Là, la personne à la poste, elle a vu que c'était galère. Elle m'a dit, venez en semaine, la journée, voire le matin pour que ça marche. Et au final, j'y suis allée un jour de semaine avant 16h et là, ça a marché. Et du coup, je travaillais et du coup, c'était galère pour aller à la poste en semaine avant 16h. Mais bon. Du coup, mon fax est enfin envoyé. Et là, comme j'avais pas confiance en eux, je me suis dit, je vais quand même envoyer un email. Du coup, j'envoie un email à RCC en reprécisant, je vous ai envoyé un email avec ma nouvelle adresse pour recevoir ma carte de résidence permanente. Du coup, je reçois un email en retour en me disant, nous avons bien reçu votre demande. Et donc, du coup, là, je m'attends à recevoir ma carte, du coup, dans les 3 mois maximum. Donc, on arrive mi-août. Donc, je suis arrivée le 11 mai. Là, on a dépassé, du coup, le délai des 3 mois. Je me dis, c'est bizarre. Je commence à me poser des questions. Ce que je fais, du coup, c'est que je réessaie de rappeler le numéro payant, en fait, qui était sur le formulaire. Mais cette fois-ci, au lieu de passer par mon numéro français directement, je passe par l'application PhoneGo. PhoneGo, en fait, c'est une application mobile payante qui permet, en fait, de créer un numéro canadien et du coup, de recevoir des appels, passer des appels et du coup, de recevoir des textos. Donc, comme si vous aviez, en fait, un vrai numéro canadien. En vrai, vous avez un numéro canadien grâce à l'application. Et du coup, comme je suis passée par PhoneGo, cette fois-ci, j'ai pas de hors forfait. Donc, j'appelle, du coup, ce numéro. Au bout d'un moment, à force d'attendre, d'être redirigé et tout, ça me propose l'option que quelqu'un vous rappelle quand il est disponible. Donc, c'est ce que je fais. Et là, pour le coup, ça a marché. J'ai enfin réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Donc là, j'explique à la personne toute l'histoire. J'étais en Airbnb. Je vous ai envoyé ma nouvelle adresse au mois de juin. Vous m'avez répondu comme quoi vous avez bien reçu ma nouvelle adresse, blablabla. Du coup, sur Internet, ça ne marche pas. Ça prend pas en compte mon numéro d'identifiant Entrée Express. Quand est-ce que je vais recevoir ma carte de résidence permanente? Parce que les 3 mois, ils sont passés là. Et là, du coup, l'agent au téléphone, il regarde mon dossier. Il me dit, mais cette personne, elle n'a pas fait de mise à jour. C'est toujours votre adresse en France qui est sur votre dossier. Là, je me suis dit, c'est une blague. Du coup, l'agent me demande ma nouvelle adresse et il me dit, bah, je fais le changement maintenant. Et il me dit, il va falloir compter 6 semaines maximum à partir de maintenant pour recevoir votre carte de résidence permanente. Là, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. J'étais arrivée le 11 mai. Il y a 3 mois. Et là, on me dit 6 semaines maximum à partir de maintenant, sachant que 6 semaines maximum, en fait, ça correspondait à fin septembre. Et moi, je rentrais en France le 2 septembre. Franchement, j'avais pas du tout confiance en plus en ces 6 semaines là, sachant que juste avant, on m'avait dit 3 mois et j'avais rien reçu. Vous pouvez penser que c'est pas grave, on peut recevoir la carte en France, mais pas du tout. La carte, il faut la recevoir au Canada. Et moi, je partais. Et sur le site du gouvernement canadien, en fait, il y avait marqué, vous pouvez partir du Canada, donc sortir. Une fois que t'as la RP, t'es plus visiteur. Donc pour rentrer, il faut ta carte de RP. Je dis ça à la personne que j'ai au téléphone. Il me dit c'est 6 semaines max. Avec un peu de chance, ça peut arriver avant. Ça se trouve, ils ont déjà fait votre carte. Franchement, j'y croyais pas. Du coup, je lui dis que je dois rentrer en France début septembre. Du coup, comment je fais pour revenir sans carte? Je pouvais même pas m'énerver contre le mec parce qu'il était le cliché du Canadien. Genre, il était gentil, mais vraiment super gentil au téléphone. Du coup, tu peux même pas t'énerver. Du coup, il me dit, mais si c'est possible de revenir comme vous partez en France. Il me dit, il y aura des formulaires à remplir, mais en fait, il faut faire une demande de titre de voyage. Et comme quoi, il faut faire ça en France depuis le bureau du CRDV. Encore des démarches administratives en plus à faire, sachant que le bureau du CRDV, j'avais déjà eu affaire avec eux 2 fois. Je sais qu'ils sont lents, je sais que ça va prendre 1000 ans à Clichy. Je rentre en septembre en France, mais je suis censée revenir en octobre au Canada. Du coup, combien de temps ça me prend pour recevoir ce titre de voyage? Là, il me répond ah. Là, c'était pas du tout rassurant. Dès que vous arrivez en France, faites la demande. Du coup, j'ai pas eu en fait besoin de demander ce titre de voyage au final, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que si vous êtes dans le même cas que moi, ça peut vous servir. Et aussi, pareil, si vous perdez votre carte de résidence permanente et que vous êtes à l'étranger, vous devez faire une demande de titre de voyage. Au final, plus de peur que de mal parce que juste après en fait cet appel, quelques jours après, je pense la semaine qui a suivi, j'ai reçu ma carte de résidence permanente à mon adresse canadienne. Donc pour le coup, lui, donc la personne que j'avais eu au téléphone, elle avait été vraiment efficace. Petit aparté, mais du coup, je l'avais mis en story Instagram quand j'ai reçu ma carte de résidence permanente et j'ai eu plein de messages bienveillants. Du coup, après ma story, pour me féliciter pour ma RP, mais aussi juste pour avoir reçu ma carte. Enfin, du coup, c'était super gentil. Du coup, je suis bien rentrée en France le 2 septembre comme prévu. Par rapport à mon retour en fait à Toronto en octobre, en fait, en vrai, quand je suis arrivée à Toronto, à l'aéroport, du coup, j'ai montré ma carte de résident permanent, mais en vrai, j'aurais pu très bien montrer mon passeport français et passer. Donc en vrai, ils vérifient pas vraiment. Ou alors, ce jour-là, ils vérifiaient pas quoi.
Donc le budget total. Donc le TF, le test de français qui est valide 2 ans, je l'ai payé 185 €. Sachant que comme je vous ai dit, si vous êtes en France, vous pouvez vous le faire payer via votre compte CPF. Ensuite, le test d'anglais, donc l'IELTS, qui est valide 2 ans aussi, je l'ai payé 240 €. West Canada, donc pour l'international, j'ai payé 325 $, ce qui faisait en euros à l'époque 242,37 €. Pour le coup, si vous passez par West au Canada, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas le courrier international à payer. Je vous mets le lien des prix West du coup aussi en barre d'infos. D'ailleurs, je suis passée par West Canada, mais il y a d'autres sociétés à part West qui font l'équivalence des diplômes. West, ils vous promettent une réponse sous 30 jours maximum. Ce qui est vrai, la première réponse, je l'avais eu au bout d'un mois. Mais du coup, les autres sociétés, c'est un peu moins cher, mais ça prend beaucoup plus de temps. J'avais comparé et comme moi, je voulais que ça aille vite, je suis passée par West Canada. Ensuite, la visite médicale du coup, qui est valable 1 an, ça m'a coûté 302 €. Sachant que comme je vous ai dit, la visite médicale, maintenant en fait, vous n'êtes plus obligé de la passer, donc vous pouvez enlever ce prix-là si vous voulez, à moins que vous vouliez la passer. Puis enfin, les frais de RP de données biométriques, ça m'a coûté 1450 $, ce qui correspondait en euros à ce moment-là à 1098,28 €. Et enfin, les derniers frais, donc ça c'était les frais pour recevoir la lettre de confirmation. Le fameux courrier plus le SMS, ça va aller coûter 24,70 € au total. Donc la résidence permanente canadienne au total m'a coûté 2092,35 € en France. Pour West, les frais ont augmenté du coup depuis l'année dernière. 2,35 € en France, sachant que j'ai eu la RP en moins de 6 mois, en 5 mois. Entrée Express, il vous annonce 6 mois de traitement à partir du moment que vous avez fait les données biométriques. Moi, j'avais fait les données biométriques en novembre et en vrai, j'ai eu la lettre en janvier. Donc au final, ça a pris beaucoup moins de temps que ce qui avait été annoncé. J'espère que du coup, cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes admissible, moi, je vous conseille de ne pas faire de PVT et de passer directement en RP si vous êtes sûr de vouloir aller au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas aussi en commentaire à partager votre propre expérience, que ce soit Entrée Express ou un autre programme. Je pense que ça peut toujours aider d'autres personnes. Pour le coup, je suis passée par le programme des travailleurs qualifiés fédéral, mais comme je vous l'ai dit au début, il y a d'autres programmes. Donc si vous voulez que je vous parle plus des autres programmes, je vais le faire dans une prochaine vidéo. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur Insta ou à la prochaine vidéo.